J'aimerais vous raconter une belle histoire. L'histoire d'un amour entre une mère et son enfant. Un de ces amours qui traversent l'espace et le temps pour revenir poli par la douceur du lait. J'aimerais vous raconter une histoire qu'on racontait aux parents adoptifs de la fin des années 1990, ces parents biberonnés à la paix des hippies et aux rêves daltoniens de Mandela. Cette histoire qui dit que la piété filiale n'a pas besoin de racines et que l'amour est aveugle. Mais l'histoire que je dois vous raconter n'est pas celle-ci. Mon histoire prend place un jour de 2013. En combinaison orange, le couple Carrie et Larry Williams se tiennent dans le box. Carrie, 42 ans, une grande femme blonde, sèche ses larmes. Larry, 49 ans, affiche une mine grave. Les bancs du public sont remplis à craquer. D'un air solennel, sans ne laisser passer aucune compassion, le juge abat son marteau. Carrie est condamnée à 36 années de prison. Et son mari, Larry, 27 années de prison. Le box des accusés s'active et retentit dans toute cette partie du tribunal la même pensée. Nous ne voulions que l'éduquer. Him with the rod severely. That's what you do to screamers around here. You get 5 licks for being mean, you get 5 more for lying. You're gonna see who's lying. I'm gonna get this rod. If he screams too hard with the first 5, gets hysterical, wait. You know, a little psychological terror is sometimes more effective than the pain. Le couple que vous voyez à l'écran s'appelle Michael et Debbie Pearl. Tous deux appartenaient au mouvement Independent Baptist. Le mouvement religieux des baptistes indépendants est né aux États-Unis et il est basé sur le christianisme. Dans leurs croyances, suivent les enseignements fondamentalistes. En d'autres termes, ils s'appuient sur une interprétation très stricte des écrits pour la pratique de leurs croyances. Ils rejettent notamment l'Église catholique et les mouvements orthodoxes, qui pour eux sont des mouvements qui falsifient les écrits et les commandements de Dieu pour servir les intérêts des hommes. Ils ne sont donc rattachés à aucune organisation particulière, si ce n'est celle qu'ils font d'eux-mêmes. Or, aux États-Unis, pour créer son église, il suffit de se déclarer auprès de l'État avec un numéro EIN, Employer Identification Number, ouvrir un compte bancaire et obtenir un certificat de formation. Les États-Unis étant un pays profondément religieux, il est simple de créer une organisation autour de presque n'importe quelle croyance. Ainsi, dans le même pays, on peut trouver les Amish, un mouvement rigoriste qui rejette la modernité, et l'Église satanique. La liberté d'expression est aussi inscrite dans la Constitution et promet une protection pour ses citoyens. C'est ce que les Américains appellent le premier amendement. C'est notamment à cause de cet amendement que très peu d'œuvres, de conférences ou de discours polémiques sont réellement condamnés. Michael et Debbie Pearl sont tous deux des baptistes indépendants originaires de Memphis, dans l'état du Tennessee. Élevés dans la foi chrétienne, parents de 6 enfants, ils s'orientèrent tous les deux pleinement vers leur religion. Leur but était de remettre la croyance au centre des foyers américains, depuis les familles jusque dans les prisons. Ainsi, le couple et leurs enfants traversèrent le pays pour donner des conférences sur la vie de couple, l'éducation et surtout leur maître mot, la discipline. En 1994, Michael et Debbie Pearl sortent leur œuvre phare, To Train Up a Child. En français, comment former un enfant. L'idée était de mettre à disposition des nouveaux parents un guide d'éducation pour élever leur enfant dans la foi et en faire un bon citoyen, capable d'autonomie et surtout responsable de ses actes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est si dérangeant que ça dans cette démarche? Vouloir élever son enfant correctement, c'est plutôt une bonne chose en soi, non? Michael et Debbie Pearl considèrent que l'enfant doit être formé pour 3 raisons. La première, c'est que l'enfant ne sait pas ce qui est bon ou mal, et que l'adulte doit être là pour lui faire comprendre et apprendre la moralité. Jusque-là, tout va bien. La seconde, c'est que les enfants peuvent savoir ce qui est bon, mais que les tentations extérieures sont trop fortes pour prendre le risque de les laisser faire le mauvais choix. Pour eux, le libre arbitre ne peut pas s'appliquer aux enfants, qui sont naturellement corruptibles. La troisième, et la dernière, c'est que l'enfant est naturellement mauvais et que seule la discipline le sauvera du malin. Pour cela, il se base sur un passage précis de la Bible, le livre des Proverbes 22:15. La folie est liée au cœur de l'enfant et la verge de la discipline l'en chassera. Carrie et Larry Williams passent le pas. Ils déposent leur candidature à la AAI, une agence d'adoption internationale.
Non pas parce qu'ils sont stériles et seuls, pas du tout. Ils ont déjà 7 enfants ensemble, qu'ils aiment du plus profond de leur cœur. Non, ils ont toujours voulu donner de l'amour à un enfant pauvre. Après tout, c'est bien ce qu'on raconte dans les églises baptistes américaines, n'est-ce pas? Adopter un enfant pauvre, c'est leur donner accès à une vie bien meilleure ici, dans le plus grand pays du monde, le plus riche et le plus rempli d'opportunités. N'est-ce pas? C'est faire preuve, aux yeux des autres, d'une générosité incroyable. Et puis, c'est donner de l'amour à un enfant qui n'en a pas assez. Et puis, cet enfant aura toujours une meilleure vie que dans son pays d'origine. La nationalité ne leur importe absolument pas. Ils ne sont pas discriminants. En novembre 2007, l'agence les recontacte. Ils ont à leur disposition un petit garçon, Emmanuel. Problème, il est sourd. Mais ça n'empêche pas Carrie, enfin, les époux Williams, d'accepter la proposition. Après tout, avant d'avoir ses enfants, Carrie avait appris la langue des signes américaine à l'université pour devenir interprète. Son fabuleux rôle de maman l'en avait empêché. Le second problème, c'est qu'Emmanuel n'a pas d'acte de naissance clair. Et oui, on est en Éthiopie au début des années 2000, et le recensement et la déclaration des enfants à l'état civil n'est pas automatique. Alors, ils doivent choisir sa date de naissance. Alors Carrie opte pour le 19 juillet 1997. En juillet, parce qu'ils n'ont pas d'anniversaire en juillet dans la famille. En 1997, parce que le chiffre 19 est le chiffre fétiche de Carrie. Elle est née le 19 décembre, elle s'est mariée à 19 ans, et son mariage est tombé le 19, en 1989. Alors, tout combiné, la date est parfaite pour Carrie. Dans le même temps, Carrie, enfin, les époux Williams, adoptent une petite fille, Anna, née elle aussi en 1997. En tout, elle est la mère de 9 enfants bienheureux. En tout cas, c'est ce que Carrie veut faire croire. Vous devez vous demander pourquoi, depuis le début, je me trompe et j'oublie de mentionner Larry, le père de la famille. Larry a grandi en Jamaïque, d'un couple de missionnaires. Élevé dans la foi baptiste, ses parents divorcent, puis se remarient, avant encore une fois de divorcer. Larry devient mécanicien et finit par fonder sa propre famille avec Carrie. Si je l'oublie à ce point, c'est parce que Carrie était plutôt effacée. Le couple Williams prend la décision d'interdire l'accès à Internet, la télévision et de faire école à la maison pour avoir la main mise sur l'éducation de leurs 8 enfants. Et surtout ne pas laisser à l'État le plaisir de les détourner du tout droit chemin. D'ailleurs, pour être bien sûr de ne pas être dérangés par le gouvernement ou par les institutions autres que religieuses, les Williams s'isolent dans un terrain de 2 hectares, retiré de la route. Larry prenait aussi de son temps pour donner des sermons dans le jardin à leurs 7 enfants. Ils étaient la famille américaine parfaite. Le problème avec les enfants adoptés à un âge aussi avancé, c'est qu'ils n'avaient pas été formés dès la naissance. Carrie avait décidé d'appliquer pour ses enfants la méthode « to train up a child ». Michael Pearl, à l'intérieur, préconisait de commencer la formation à l'âge de 6 mois. La discipline y était apprise à force de punitions. Pour apprendre aux bébés la bonne tenue, pour les empêcher de traîner par terre et leur retirer l'envie de bouger de leur couverture, Pearl préconisait de les former. On réprimait le bébé en le frappant avec une branche de saule ou un tuyau en plastique. Leur faire mal permettait, d'après lui, de leur faire accepter dès le plus jeune âge la totale obéissance envers les parents et l'autorité, sans jamais les remettre en question. Et Carrie avait suivi son livre à la lettre pour les 6 premiers. Mais Emmanuel et Anna n'avaient pas été formés dès le plus jeune âge, ce qu'elle déplorait. Ils ne convenaient pas à son idée d'enfant, surtout Anna. La première chose qui l'énerva chez Anna, c'était ses règles. Dès son arrivée aux États-Unis, Anna a eu ses premières règles. C'est un événement assez fréquent quand une petite fille est adoptée. En effet, le fait de changer de pays, de culture, de trouver des parents est un traumatisme en soi, surtout lorsqu'on arrive en Amérique ou en Europe où la culture est radicalement différente. On parle de puberté précoce, de déclenchement de règles à cause des chocs émotionnels. Anna était aussi arrivée malade de l'hépatite B, une maladie chronique et incurable qui attaque le foie. Mais Carrie ne voulait pas comprendre ce genre de choses. J'ai adopté une petite fille, pas une demi-femme. Elle était perturbée par cet enfant, elle lui en voulait. Mais elle voulut néanmoins commencer sa formation, à elle et à Emmanuel. Très vite, elle appliqua les conseils prodigués par le livre. Anna et Emmanuel étaient pourtant très agressifs, violents envers leurs frères et sœurs, qui pourtant étaient déjà formés. J'ai dit agressifs ? Prenons le terme exact que Carrie utilisait pour parler des enfants. Rebelles. Par exemple, Emmanuel
qui était sourd, faisait exprès de ne pas sentir les vibrations des pas de ses parents lorsqu'il tapait du pied par terre pour attirer son attention. Il le faisait exprès puisque les enfants étaient de nature mauvais, pervers et jouaient avec les nerfs des parents. Alors pour le punir, Carrie le frappait avec un tuyau en plastique. Elle faisait même des petites blagues en lui passant le tuyau de haut en bas du visage. « C'est une blague », disait-elle. Quelques mois après son arrivée à la maison, Emmanuel commença à mouiller son lit. Il est très rare à un âge aussi avancé de continuer à mouiller son lit. Normalement, vers l'âge de 12 ans, 3% des enfants continuent. Mais dans un cas de troubles psychologiques comme le stress, l'anxiété ou encore la dépression infantile, c'est extrêmement courant. Dans le cas d'Emmanuel, on pourrait se dire que c'est le choc de l'adoption, la violence psychologique de ses parents adoptifs ou même leur violence physique. Mais encore une fois, Emmanuel ne sera pas compris. Pire que ça, pour le punir de ses actes, il sera forcé de se laver dehors avec le tuyau d'arrosage du jardin. Lors d'une fête de famille, Emmanuel sera frappé extrêmement violemment par Larry à la tête, ce qui l'a fait tomber et saigner. Pour le punir encore une fois, il sera littéralement mis dehors. Mais Emmanuel était sourd. Alors pour qu'il se sente réellement seul, pour qu'il comprenne la portée de son acte, Carrie et Larry Williams interdirent aux autres enfants de parler la langue des signes avec lui. Malgré tous ces sévices, Carrie avait bon espoir de garder Emmanuel parce qu'il finissait par s'adapter aux règles. Mais pas Anna. Anna était une rebelle. Comme le disait Carrie, je ne la souhaite à personne. Et plus le couple Williams voyait de la résistance, plus Anna était punie. Les adoptés n'avaient pas le droit de manger comme les autres enfants. Ils devaient se contenter de légumes encore congelés et de sandwichs trempés d'eau pour les punir. Ils n'avaient pas le droit de participer à Noël, à Thanksgiving ou encore aux anniversaires. Alors, on pourrait se dire, pour subir ce genre de punition, les enfants devaient peut-être faire d'immenses bêtises. Dans les dites immenses bêtises, on peut noter le fait de faire une faute dans leur devoir d'école, ne pas se situer au bon endroit dans la maison, ou encore voler de la nourriture en cachette. Vers l'été 2010, selon le couple Williams, Anna commença à étaler son sang menstruel sur les murs. Le fait d'étaler ses excréments ou son sang sur les murs est un signe très sérieux de troubles psychologiques chez l'enfant. Mais Carrie et Larry ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils n'appelèrent pas à l'aide. Au lieu de cela, ils la punirent. D'abord, ils la forcèrent à dormir toute seule, dans une grange, puis dans une salle de douche sombre et fermée à clé, et enfin, dans un placard verrouillé de 2 mètres sur 3. 2 mètres sur 3, c'est-à-dire à peine de quoi ranger des balais. À l'extérieur, le couple Williams diffusait des sermons bibliques et de la musique religieuse. Il pouvait la laisser dedans pendant près de 24 heures. Vous pourriez demander pourquoi lui diffuser des sermons bibliques et de la musique religieuse. Eh bien, pour reprendre les mots d'Emmanuel, Anna recevait des fessées parce qu'elle mentait et elle va brûler en enfer. Le couple Williams frappait très régulièrement Anna, à coups de tuyaux de plomberie en plastique. Lorsqu'Anna était arrivée d'Éthiopie, elle était tellement contente de ses cheveux tressés. Alors Carrie Williams lui coupa, pour la punir d'avoir coupé le gazon trop court. Depuis son arrivée jusqu'en 2011, elle lui rasa la tête 3 fois, au total. Lorsqu'elle refusait de s'habiller avec les vêtements que sa mère choisissait, Carrie Williams lui faisait porter une serviette de bain. Elle devait aussi se laver au tuyau d'arrosage dans le jardin, devant toute la famille. Tout le monde détestait Anna, parce qu'elle était trop rebelle. Carrie confia à une amie « Je n'en veux plus ». Elle lui détailla comment elle prévoyait d'expulser Anna de son foyer dès ses 18 ans. Personne n'aimait Anna, mais après tout, comme elle était tout le temps dans le placard, le reste de la famille vivait tranquillement. Ce jour-là, Anna était sur la terrasse depuis le début de l'après-midi. Elle avait la tête rasée, ne portait qu'une petite serviette pour se cacher. À l'intérieur de la maison, Carrie la regardait. Anna titubait, se débattait, elle enlevait la serviette. Pourtant, il faisait plutôt froid à Seattle à cette époque. Elle se cognait la tête en tombant, elle se relevait et elle se recognait la tête. Elle était épuisée. Pourtant, Emmanuel indiqua que la famille, attroupée autour de la fenêtre, se moquait d'elle. Mais à un moment donné, Anna ne se releva pas. Elle était couchée, face contre terre. Carrie sortit pour aller voir ce qu'il se passait, mais elle tomba sur Anna, allongée, la serviette tombée à terre, laissant voir son corps nu. Choquée profondément par son impudeur, Carrie retourna à l'intérieur pour chercher un drap et la recouvrir. Elle demanda à ses 2 fils de la rentrer à l'intérieur.
Paniquée, elle appela Larry pour lui demander conseil. Et finalement, elle appela le 911. Et elle dit à l'opératrice « Je pense que ma fille vient de se suicider. Elle est vraiment, vraiment rebelle. » Anna Grace Rose Williams mourut à l'hôpital d'hypothermie. Lorsqu'elle se déshabillait, ce que Carrie voyait, dans son esprit malade comme un manque de pudeur, était ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal. Lorsque le corps est en train de mourir de froid, il envoie une décharge de chaleur étouffante, dans un dernier espoir de se maintenir en vie. Alors que Carrie et ses enfants riaient à la fenêtre, Anna essayait en réalité de toutes ses forces de survivre. We didn't end our doctor visits with our doctor. She simply didn't need to go to the doctor. She was well. In fact, she was one of the healthiest of your children, right? I wouldn't say that. Isn't that what you told the officer? I don't recall. You didn't see any cause for concern that would cause you to take her to the doctor for a medical condition. That is absolutely right. And then you would spank them if they didn't admit to No, what you believed. I did not. And what you're saying is very rude. But she had lost weight, right? During that time, she lost a little weight, yes. Okay. And so if you didn't consider or think about the possibility that she was falling down because she was starving, right? No, she told me that she did it on purpose. Ce jour-là, à la barre, le couple parfait s'accusa l'un l'autre. Carrie accusa son mari, Larry, d'être le vrai patriarche de cette maison, l'architecte de toute cette horreur, et qu'elle n'était que soumise à ses ordres, en accord avec ses croyances fondamentalistes. Larry, quant à lui, blâma Carrie, en argumentant qu'étant au travail toute la journée, il n'était pas là pour surveiller tout ce que sa femme faisait en son absence. Mais même si Larry niait, il envoya des lettres avec des messages codés à ses enfants placés en famille d'accueil, en citant divers passages de la Bible. Les deux pleurèrent, essayèrent de se justifier, eux et leur comportement. Larry demanda pardon. Anna avait 13 ans lorsqu'elle est morte, mais Carrie essayèrent d'argumenter qu'elle était bien plus âgée et qu'on avait menti sur son âge. Pourquoi ? Parce que sa mort a été jugée comme celle d'un enfant de moins de 16 ans et que les sentences étaient plus lourdes pour un enfant. Alors, dans leur grand regret, ils essayaient encore de la dénigrer pour ne pas être condamnés plus lourdement. Mais la sentence était déjà lancée. Carrie Williams écopa de 36 années de prison. Elle pourra sortir en 2047. Larry Williams écopa de 27 ans de prison. Emmanuel était tellement traumatisé que les pédopsychiatres qui l'analysèrent notèrent un retard de développement, un retard de langage, de la confusion mentale. Il s'excusait compulsivement pour la moindre faute. Il demandait aussi, souvent, à la femme de la famille d'accueil où il était placé, pourquoi est-ce qu'elle ne le frappait pas. Il signait, compulsivement. Je ne peux pas m'échapper, je dois rester, je ne peux pas m'échapper, je dois rester. Mais à la barre, ce jour-là, on retrouva aussi l'agence d'adoption. N'avait-il pas vu le comportement déviant du couple Williams ? N'y avait-il eu aucun contrôle ? Mais aux États-Unis, une fois adoptés officiellement, les agences n'ont aucun pouvoir ni aucun droit de regard sur les enfants. Pire, la Convention de la Haye sur l'adoption, un traité international ratifié par les États-Unis, n'exige des familles que 10 heures de formation préparatoire avant l'adoption. En soi, n'importe qui peut adopter aux États-Unis, sans même s'être réellement rendu en Éthiopie ou même avoir rencontré l'enfant. Pire que ça, utiliser la méthode des époux Pearl est déjà très grave en soi, mais frapper, refuser de la nourriture et humilier des enfants qui avaient peut-être déjà souffert de maltraitance ou de malnutrition n'a fait qu'aggraver la situation. L'agence d'adoption a reconnu que donner des enfants avec des problèmes psychologiques au couple Williams était une erreur, mais par contre, ils se sont bien gardés de commenter pourquoi ils avaient développé ces troubles. Confronté à propos de son importance dans la mort d'Anna, Michael Pearl, l'auteur de To Train Up a Child, le livre de chevet de Carrie Williams, déclare sur son site internet: les méthodes décrites dans le livre ont été approuvées par des psychologues, des psychiatres et des thérapeutes du comportement de l'enfant et sont largement utilisées pour modifier un comportement inapproprié. Il est allégué que les parents d'Anna possédaient un exemplaire du livre. Soit ils ne l'ont pas lu, soit ils en ont complètement ignoré le contenu. Le livre met en garde à plusieurs reprises les parents contre les abus et insiste sur la responsabilité des parents d'aimer leurs enfants et de s'en occuper correctement.
Des centaines de milliers de parents ont appliqué et continuent d'appliquer correctement la philosophie du livre, avec pour résultat des enfants heureux, productifs et équilibrés. L'application correcte de ce livre aurait pu corriger leur mauvaise éducation et prévenir les abus et la mort d'Anna. Le livre de Michael et Debbie Pearl est toujours disponible à l'achat sur leur site et sur Amazon. Anna était une petite fille abandonnée sur les papiers de l'orphelinat. Personne ne sait si ses parents ou si les membres de sa famille biologique savent les circonstances de sa mort. Elle a tout simplement disparu. J'aimerais parler du cas d'Anna comme étant un cas isolé en ce qui concerne l'adoption internationale et ses dérives. Un incident malheureux, un coup du sort, ou encore, je vous dirais que les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais ce ne serait pas vrai. Le livre de Michael Pearl est à l'origine de la mort d'Anna, oui, mais aussi de la petite Lydia Schatz, 7 ans, décédée après avoir été battue à mort par ses parents adoptifs en 2010. Elle avait été adoptée du Libéria. Sa grande sœur, Zalea, a subi les mêmes sévices, mais a survécu. Il y a aussi le petit Nathaniel Craver, 7 ans, adopté de Russie, décédé en 2007 après avoir été battu par ses parents. Tous avaient dans leur table de chevet le livre de Michael et Debbie Pearl. Sans aller aussi loin, on ne compte pas le nombre d'adoptés éthiopiens livrés à eux-mêmes dans la banlieue de Seattle, réabandonnés par leur famille adoptive. Cette vidéo n'a pas pour but de diaboliser les parents adoptifs, mais de montrer une autre facette de cette grande entreprise qu'est l'adoption internationale. Non, tout n'est pas beau. Non, toutes les histoires ne sont pas belles. Et non, tout n'est pas rose. Et chaque jour, je prie pour qu'il n'y ait plus jamais d'autres Anna Alimou.